devenez directeur général du travail. À l'époque, ça s'appelle directeur des relations du travail. Bon, alors on va... Oui, mais bon, voilà. C'est important. Bon, c'est important, bah justement, pourquoi c'est important? Et peut-être, question en sous-main, c'est quoi la fonction, en fait, de directeur? Oui, cette fonction de directeur, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde identifie clairement ce que c'est, pourquoi ça... C'est une question importante, parce qu'effectivement, je pense que les gens ont une idée assez vague et confuse de ce qu'on appelle un ministère. En fait, un ministère, il y a trois éléments. Il y a le ministre, ou la ministre, c'est déjà soit. Après, il y a ce qu'on appelle le cabinet, qui est l'équipe constituée autour avec le directeur de cabinet, les conseillers techniques, le chef de cabinet, qui est l'équipe à tutu personné, qui est à la main, en quelque sorte, du ministre, et qui est son équipe rapprochée, et qui, quand le ministre s'en va, l'équipe s'en va aussi, donc c'est intimement lié au ministre ou à la ministre. Et puis, en dessous, encore que le en dessous, il faudrait que ça soit un peu plus précisé, il y a ce qu'on appelle les directions d'administration centrale, où travaillent précisément les énarques, qui sont constitués en bureau, en sous-direction, et à la tête de tout ça, il y a un directeur ou une directrice qui est nommé en conseil des ministres. Mais lui, à la différence du cabinet, on n'est pas dans un système de spoil system comme aux États-Unis, ne change pas automatiquement lorsque le ministre change ou lorsque le gouvernement change, voire même lorsque la majorité change. Donc il y a ce sont les directions qui assurent la stabilité en quelque sorte de l'administration, ce qu'on appelle parfois l'état profond. Et donc ces fonctions, vous les avez occupées de quand à quand à peu près? Alors si j'ose dire, j'ai le record de la période moderne, parce que généralement un directeur, quel qu'il soit, exerce sa fonction de directeur à peu près dans une moyenne de 4-5 ans. Là, je l'exerce 13 ans. Donc là, c'est un peu mais j'ai pas cherché, je milite pas pour faire le Guinness le livre des records, mais voilà, il y a une succession de hasards qui fait que je suis resté très très longtemps, et j'aimais ça. Et vous survivez à tous les changements de majorité. Oui. Et oui. Alors on se dit, vous êtes un caméléon oui, on peut. Alors, il faut que je fasse attention à la façon dont je réponds, parce que si jamais il ne faut pas non plus donner le sentiment que le directeur fait ce qu'il veut, quels que soient les ministres, mais disons que j'en ai un peu parlé, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fil rouge qu'on a appelé la politique du travail, qui consiste à dire qu'il faut donner davantage de place à la négociation collective, qu'il faut, à l'époque, maintenant c'est évident, mais à l'époque ça l'était moins, que les questions de conditions de travail et de santé au travail sont absolument centrales sur les questions de relations du travail. Et ce qui m'a valu beaucoup le troisième point, c'est ce qui m'a valu beaucoup de succès auprès de certains inspecteurs du travail, c'est l'idée que l'action de l'inspection du travail, même si elle bénéficie d'une indépendance qui est reconnue par la Convention 81 de l'OIT, doit avoir une forme de cohérence et d'efficacité. Et donc, d'où la création de ce qu'on a appelé l'autorité centrale de l'inspection du travail. Voilà. Et peut-être pour aider un peu les étudiants qui nous regardent, donc les ministres en charge du travail au moment où vous étiez à la Direction Générale du Travail, c'était qui? Il y en a eu beaucoup. Hein. Peut-être les plus connus. Il y a eu, donc, la première à qui je dois ma nomination, c'était Elisabeth Guigou. Ensuite, il y a eu François Fillon. Après, il y a eu une succession donc, il y a eu, je parle de ceux qui sont restés le plus longtemps. Donc, Elisabeth Guigou, François Fillon, Gérard Larcher, Xavier Bertrand, Michel Sapin. Donc, ou à gauche, droite, gauche. Oui. Mais, on peut le dire comme ça, il y avait quand même une sorte de... Même s'il y avait des différences entre bien sûr, entre les gouvernements de gauche et les gouvernements de droite, mais on a appelé la politique du travail, par exemple, le rôle de la négociation collective, on était dans des phases quand même assez social-démocrates, donc il pouvait y avoir des différences, mais enfin, voilà, que Michel Sapin, on peut se le dire, c'est-à-dire que
Je ne dis pas qu'entre un Gérard Larcher et Xavier Bertrand d'un côté, un Michel Sapin, il n'y avait pas des différences politiques, mais les trois étaient particulièrement attachés à la fois aux questions de négociation collective et aux questions de santé au travail et de conditions de travail. Et quel est le degré d'implication du ministre dans votre activité? Est-ce qu'il vous laisse tranquille? Est-ce que c'est un échange permanent? C'est pas facile à percevoir de l'extérieur. Oui. C'est très... D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus parce qu'il y avait l'Académie des sciences morales et politiques qui m'avait demandé de faire un article. C'était un bouquin qui était consacré au pouvoir et il m'avait demandé d'écrire la rubrique pouvoir de l'administration. C'est quelque chose de subtil, en fait. D'abord, ça dépend beaucoup du ministre et de la ministre et du directeur. Disons que pour que ça fonctionne, et ça doit fonctionner, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Mais de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il faut que le ministre ait confiance en son directeur et que le directeur ait aussi confiance en son ministre. Voilà. Donc, après, ce qui est très... Parce que parfois, on le présente ça, on dit l'administration, elle est là pour exécuter les instructions les instructions des ministres. C'est beaucoup plus subtil que ça. Généralement, quand un ministre arrive, la première question, il voit ses directeurs, et moi je peux en témoigner, le ministre dit qu'est-ce qu'on peut faire? Donc autrement dit, le ministre arrive souvent, bien sûr, parce qu'il y a un programme, ils ont été élus sur la base d'un programme, etc. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'il y a le ministre qui donne des instructions fermes et précises, et puis en dessous, il y a l'administration qui exécute. Un vrai directeur, c'est ma conception, un vrai directeur, c'est quelqu'un qui doit dire d'ailleurs au ministre, attention, si jamais vous faites ça, il peut y avoir tel et tel problème qui est posé. Et c'est surtout, moi c'est ma conception, c'est quelqu'un qui propose. Moi je me souviens sur les questions de santé au travail, je le dis, d'ailleurs je l'ai écrit, moi j'avais vu Jean-Louis Borloo et puis Gérard Larcher, qui venaient d'être nommés ministres, et je leur ai dit, écoutez, dans le champ des relations du travail, on va vous parler à l'époque de 35 heures, de contrat de travail, de licenciement, mais il y a une chose extrêmement importante dont on parle peu à l'époque, parce que maintenant c'est différent, c'est les questions de conditions de travail et de santé au travail, et là il faut vraiment investir. Et Gérard Larcher, qui était quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur les questions de santé en général, parce que je crois qu'il était président de la fédération hospitalière, etc. Ça lui a tout de suite parlé, et il a dit banco. Et je dois dire que ce soit Gérard Larcher, ou Xavier Bertrand, ou Michel Sapin, ça répond un peu à votre question, m'ont fait... oui, m'ont écouté et m'ont donné quand même beaucoup de marge pour mettre en œuvre ces politiques. Donc il y avait une relation de confiance qui était agréable. Donc vous avez pu garder finalement une ligne malgré ces différents changements de majorité. Alors quelle était cette ligne? C'était ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'importance de la négociation, la santé au travail et puis l'inspection du travail. Là où c'était le plus dur, c'était l'inspection du travail. Oui, ça on comprend, puisque vous faites une administration centrale, il y a la question de l'indépendance qui se pose, ça doit frotter un peu. Oui, parce qu'il y avait une certaine conception, il y a peut-être toujours d'ailleurs une certaine conception de la liberté de l'inspection du travail, et c'est là que je reboucle avec mon passé familial. Alors ça, je le dis, ça va. Parce qu'il y a un moment, moi, donc ce que je dis à l'inspection du travail, c'est qu'il faut une autorité centrale qui donne des priorités. Par exemple, on peut dire qu'il y a beaucoup trop d'accidents mortels du travail, et une des causes principales des accidents mortels du travail, c'est ce qu'on appelle les chutes de hauteur. Donc c'est l'ouvrier qui n'est pas protégé, qui tombe de son échafaudage. Et donc là, avec l'inspection du travail, ça pique un peu, ça coince un peu. Et pourquoi ça coince? Parce qu'après tout, un inspecteur du travail, on se dit qu'il doit être d'accord avec ça, qu'il faut éviter les chutes mortelles. Ce qui a répondu, alors je ne citerai pas le syndicat qui l'a répondu, mais ce qui a répondu à un membre du syndicat, c'est
d'un des syndicats d'inspection du travail, c'est qu'un inspecteur du travail fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Bon, mais c'est pas lui qui tombe de l'échafaudage. Non. Alors c'est là que j'ai fait la réponse qui n'a pas plu. Alors là, Bourdieu devait nous entendre, parce que ça a été un moment un peu spécial, parce que, si vous voulez, normalement, les directeurs des relations du travail, c'est des hauts fonctionnaires qui... Un peu compassés. Non, je ne suis pas compassé. Non, mais enfin, Et là, ils avaient, alors certes, en face d'eux, quelqu'un qui était certes conseiller d'État, mais qui avait un passé, et donc j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai parlé de ma mère, et j'ai dit, vous savez, quand ma mère était aide infirmière dans l'entreprise Bouillet, maintenant c'est terminé, à Tomblaine, près de Nancy, quand venait l'inspectrice du travail, le chef du personnel lui disait, Madame Combrexel, on va faire n'importe quoi sur le tableau d'affichage, comme ça, les inspecteurs du travail s'occuperont du tableau d'affichage et ils n'iront pas dans la cabine de peinture. J'ai répondu, donc, devant les membres des syndicats de l'inspection du travail, j'ai dit, la politique du travail, ça consiste à aller dans les cabines de peinture. Alors justement, ça m'amène à une autre question. On évoquait le fait que vous étiez resté très longtemps, que finalement c'est parce que vous établissez une relation de confiance avec les différents ministres de quelque bord qu'ils soient, bon, même si voilà, ils ne sont pas aux extrêmes, et qu'au fond vous avez une légitimité. Et question, qu'est-ce qui fait votre légitimité, à votre avis, pour l'interrogation? Qu'est-ce qui fait la légitimité? C'est-à-dire que c'est la confiance, c'est-à-dire que... Alors qu'est-ce qui fait la confiance? C'est le fait que vous respectez les gens. Je pense par exemple vis-à-vis des... Je pense qu'une des raisons pour lesquelles je suis resté très longtemps, c'est que j'avais la confiance des syndicats, des confédérations de syndicats et des organisations professionnelles. Je respecte profondément les syndicalistes. Quand je respecte, c'est pas... Je respecte parce que c'est... Oui, ça veut dire quoi? Parce qu'après tout, on doit tous... Non, mais c'est ça qui est important. Vous savez, vous avez parfois dans la haute fonction publique, on pourrait parler par exemple de l'article L1, vous savez, du Code du travail qui dit il faut demander, quand on veut faire une réforme importante, il faut demander l'avis des organisations syndicales et professionnelles. Moi, je suis un des rédacteurs de l'article L1. Il y a ceux qui considèrent que le fait de demander aux syndicats, c'est une sorte de formalité, mais qu'en réalité, tout ça n'apportera rien, parce qu'en réalité, c'est nous qui avons raison. Enfin, nous, au sens haute administration, cabinet, ministre. Et que donc, on fait le truc, mais bon, on sait que ça changera pas, et que ça n'apportera rien. Et il y a d'autres personnes, dont je fais partie, et ça je le revendique fortement, qui considèrent que quand on consulte des syndicalistes, qui sont des gens qui ont une autre vie, qui ont d'autres responsabilités, qui ont une autre expérience, ça apporte quelque chose. Et que ça permet de corriger, d'améliorer les choses. Et quand... c'est ça, voilà. Et quand les gens avec qui vous travaillez, les syndicalistes, sentent que vous êtes sur cette ligne-là et que c'est une conviction personnelle profonde, de fait, vous avez une forme de légitimité. Et la légitimité, c'est aussi vis-à-vis des gens avec qui vous travaillez. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires au sein de la direction générale du travail, avec les administrateurs civils, les attachés, les inspecteurs du travail qui travaillaient au sein de cette direction. Donc il y avait une sorte de période un peu bénie, où il y avait une sorte de... Voilà, ça se passait bien, il y avait disons qu'il y avait de bons flux, si j'ose dire, entre les syndicats, les organisations professionnelles, les gens qui travaillaient au sein de la DGT, les ministres, les cabinets, etc. Donc il y a eu une période un peu, me semble-t-il en tout cas, un peu bénie de ce point de vue-là. Peut-être on va peut-être aborder quand même différents grands chantiers sur lesquels vous avez pesé. La représentativité syndicale, peut-être? Oui. Alors, sur la représentativité... Ce qu'il faut comprendre, c'est que, s'agissant de la représentativité syndicale, c'est qu'on ne s'est pas levé un jour le matin en disant, en se rasant, pour reprendre une expression qui a été utilisée en son temps, en disant tiens, je vais faire une réforme de la représentativité syndicale. En fait, c'est pour ça qu'il y a une ligne. Et la ligne, ça consiste à dire il faut donner davantage de place à la négociation.
C'est ça le sujet. Et pour donner davantage de place à la négociation, il faut que, comme on dit à Grenelle, il faut que les acteurs soient légitimes. Et à l'époque, les acteurs avaient une légitimité qui reposait sur un arrêté qui était un arrêté 66, ce que j'appelais une représentativité administrative en quelque sorte. C'était le gouvernement qui disait toi. Bon. Et là, donc il y a d'abord l'article L1 qui arrive, et puis il y a la réforme de 2008. C'était pour donner plus de place à la négociation, on va donner davantage de place à la légitimité, et davantage de place à la légitimité, donc à la représentativité, et il faut que la représentativité soit fondée sur l'élection. C'était ça le sujet. Donc on avait toujours en tête, en gros dans une période qui va de 2007 à 2015-2016, il y a une continuité permanente qui était de dire on donne davantage de place à la négociation, et chaque fois on en tire des conséquences en termes de représentativité. Est-ce qu'on ne peut pas vous dire, mais au fond, la représentativité n'a pas beaucoup progressé, le taux de syndicalisation reste faible, les participations aux élections prud'homales sont faibles aussi. Est-ce que ce n'est pas un échec, malgré la beauté du dispositif? Oui. Non, mais c'est une question légitime. C'est une question légitime. Le problème, il est posé à la fois au pouvoir public, mais il est posé aussi beaucoup aux syndicats. C'est-à-dire que on a un problème général, qui n'est pas propre d'ailleurs aux syndicats, mais que connaissent les partis politiques, c'est que qu'est-ce qui fait qu'un jeune ou une jeune de 20 ans a envie de militer soit dans un syndicat, soit dans un parti politique? Ce qu'on constate, presque d'un point de vue sociologique, c'est que alors, il faut parler avec humilité parce que c'est un peu plus subtil que ça, mais enfin, globalement, les jeunes générations sont plutôt attirées par le militantisme dans les associations que par le militantisme au sein des partis politiques ou des syndicats. Donc il y a un sujet. Et il n'y a pas un sujet, parce que souvent les partis politiques disent ça aux syndicalistes qui les mettent hors d'eux, avec juste raison, parce que quand on regarde les taux de participation aux partis politiques, c'est pareil, c'est à peu près équivalent ça se ressemble. Présidentielle, il y a un peu oui, mais je parle pas du taux de participation, je parle du taux de militantisme dans les partis politiques. Bon. Donc il y a un sujet. Ceci dit, quand on regarde justement ce qui se passe avec la représentativité syndicale, c'est que les gens militent moins qu'avant dans les syndicats, mais ceci dit, ils votent pour les syndicats. Ils votent pour les syndicats. Et après, moi je pense qu'il faut que les syndicats fassent une réflexion, et je pense qu'on va sans doute changer de modèle, c'est-à-dire qu'il y a le modèle des syndicalistes qui ont maintenant 50, 60 ans, ils étaient syndicalistes à 20 ans, et ils le restaient jusqu'à la fin de leur carrière, du moins dans les grandes entreprises, ils étaient délégués syndicaux, et je pense que maintenant, il faudrait sans doute avoir, ce qui se passe d'ailleurs un peu en Allemagne, avoir des carrières dans lesquelles il y a un moment, quelqu'un est délégué syndical et puis il revient dans le milieu normal, etc. Je reste sur cette question de représentativité, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi de manière plus générale qu'il y a un échec du syndicalisme? En ce sens que, même si on a garanti la représentativité, au fond, leur action aujourd'hui est assez vaine, parce que finalement, quand on a vu toutes ces grandes réformes qui ont été contestées, retraites, etc., donc on a des manifestations à n'en plus finir, mais finalement sans résultat, et donc des manifestations syndicales qui n'aboutissent pas. Alors, c'est vrai que, parce que quand on dit ça... Mon discours n'est pas du tout anti-syndicaliste. Non, toujours à mes équipes pour que je puisse avoir une question importante. C'est une question importante. C'est-à-dire vous avez raison de dire ça, mais généralement, quand on dit ça, on vise qu'il y a un niveau qui a son importance, c'est le niveau interprofessionnel. Autrement dit, on dit effectivement les grandes messes, ce que j'appelle les grandes messes, au niveau interprofessionnel, où on voit ce qu'on voit à la télé, avec les grandes confédérations syndicales, les ministres, le MEDEF, les organisations professionnelles, etc. Donc c'est vrai que là c'est difficile. Je dirais que plus on descend dans le niveau, plus c'est actif. Autrement dit, les syndicats négocient, les statistiques d'ailleurs de la Direction générale du travail le montrent, les syndicats négocient beaucoup au niveau des branches et encore plus au niveau des entreprises. Donc il se passe beaucoup de choses
mais en dessous du niveau médiatique, il se passe beaucoup de choses au niveau des entreprises et au niveau des branches. Au-dessus, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on peut dire que même en bas, ça fonctionne si bien? Je vous dis pourquoi je pose la question. C'est que malgré tout, depuis quelques années, tous les débats politiques tournent très largement autour du pouvoir d'achat. Moi, je vous dis à chaque fois, mais pourquoi on le pose aux politiques? Le pouvoir d'achat, c'est d'abord dans l'entreprise et c'est l'augmentation de la fiche de paye. Et ça se joue dans l'entreprise. Et pourquoi les syndicats ne poussent pas? Est-ce qu'ils ne sont pas en mesure? Mais pourquoi ils ne poussent pas sur la fiche de paye? Est-ce que c'est pas là leur... Est-ce qu'ils sont efficaces là? Vous voyez ce que je... Un jour, j'avais écrit dans Droit Social un article sur le bulletin de paye. Et j'avais dit qu'on pourrait presque faire un cours de droit du travail en prenant uniquement le bulletin de paye. Parce que le bulletin de paye, c'est en quelque sorte la concrétisation de tout le droit du travail. Pour répondre précisément à votre question, la paye, c'est la résultante, si j'ose dire, en termes physiques, à la fois de choses qui sont décidées au niveau national, qui sont aussi décidées au niveau des branches, parce que toutes les qualifications professionnelles, etc., ça relève des branches, et au niveau de l'entreprise, voire au niveau parfois individuel avec la négociation entre l'entreprise et le salarié. Donc c'est vrai que le pouvoir d'achat, vous avez raison, ça dépend de... C'est pas le gouvernement, quoi, ça à part le SMIC, mais le SMIC justement joue un rôle important en la matière. Alors, on peut considérer que le dialogue social est insuffisant, la négociation est insuffisante, mais il se passe quand même beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas une vision idyllique de la négociation au niveau de l'entreprise. Je sais très bien que ça dépend beaucoup des entreprises, ça dépend beaucoup de la situation dans les entreprises, etc. Mais moi, je trouve que globalement, il se passe plutôt des choses intéressantes. Et alors, je renverse la question parce que souvent, justement, on me dit oui, mais je vous assure qu'en situation de crise, parce que parfois j'ai entendu des gens qui, dans les ministères, tout ça, disant « Oh, les syndicats », je vous assure que le jour où il y a une séquestration ou une situation de crise, vous êtes tout content de retrouver le délégué syndical qui est quelqu'un de responsable. Et le pire, c'est la coordination. Vous savez, et là, quand il faut négocier avec une coordination totalement... alors, en dépit de tout, même avec moi je suis le premier à dire qu'il y a des défauts, que tout ne fonctionne pas bien. Je ne veux pas paraphraser Churchill, mais enfin c'est le moins mauvais quand même des systèmes. Et cette ligne donc, dont on a bien compris qu'elle tourne autour de la négociation collective, est-ce qu'elle trouve finalement sa concrétisation dans le rapport de 2015, le fameux rapport Cour-Excel que tous les étudiants étudient depuis? Oui. Si ce n'est qu'il faut bien comprendre que justement le rapport se situe, c'est pas une sorte de coup de tonnerre dans un ciel clair, se situe justement dans cette continuité. Donc il y a eu, pour dire rapidement, il y a eu la loi de 2008 sur la représentativité syndicale, après il y a eu la loi sur la représentativité patronale, parce qu'il fallait... Et après il y a une loi très importante, qui est la loi du 14 juin 2013 sur la négociation des PSE. Parce qu'on dit... PSE, oui, plan de sauvegarde de l'emploi. Plan de sauvegarde de l'emploi. Parce que là, c'est le moment de vérité, parce que beaucoup de gens nous disent « mais vous n'arriverez jamais à faire négocier des syndicats sur quelque chose qui est central, vital même pour les salariés, qui est éventuellement le licenciement collectif. » Et donc, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Il y a une partie des centrales syndicales qui y croient. Et finalement, maintenant, la plupart des licenciements collectifs se font dans un cadre négocié. Alors, je dis pas que c'est évident qu'il faut éviter les licenciements collectifs, mais enfin, disons que quand le licenciement collectif est nécessaire, la voie négociée est... Bon. Et à partir de là, à partir des réformes de représentativité de la loi du 14 juin 2013, à ce moment-là, se pose, cette fois-ci de façon beaucoup plus globale, la question de la place de la loi, la place de la branche et la place de l'accord d'entreprise. Et c'est là que moi, on me confie le rapport et je dois dire que moi, j'y crois. Donc, c'est pas, on dit, c'est pas un rapport... Vous croyez à quoi? Ça, c'est-à-dire à la place centrale de la négociation collective et notamment de la négociation d'entreprise. Oui, donc c'est donner une place éminente à la négociation d'entreprise. Ce qu'on a appelé
à tort le renversement de la hiérarchie des normes. À tort, pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas un renversement de la hiérarchie des normes, parce que la hiérarchie des normes, ça consisterait à dire que l'accord d'entreprise prime sur la loi. Donc là, on dit il y a la loi qui est centrale. Il faut sans doute que la loi soit moins bavarde, donc elle dise peut-être moins de choses, mais c'est la loi qui doit poser l'ordre public. Voilà, c'est ça très très important quand par exemple la durée maximale du travail, c'est la loi, c'est pas voilà. Donc l'ordre public doit être défini par la loi. Et puis après il y a l'ordre public au niveau de la branche, et puis ensuite il y a l'entreprise. Dire que l'entreprise a une place centrale, alors on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais après c'est un constat de bon sens. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous allez vous balader du côté de ce quartier, vous avez des petites entreprises, on voit bien qu'à un moment, entre un restaurant, un hôtel, une petite entreprise, je ne sais pas, de teinturerie ou je ne sais quoi, c'est quand même le niveau au plus près de la situation de travail qui est le mieux à même de régler les questions de relations de travail. Mais c'est pas en tout cas dans mon esprit, ça n'a jamais été un renversement de la hiérarchie des normes. Alors après, ça a été présenté comme ça, mais bon, après c'est... Oui, parce que ce qu'on dit, c'est que ce rapport, et vous avez posé les bases théoriques d'une casse sociale. Je me dis, Gérard Filoche, je suis le virus Ebola de droit du travail. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, ça vous fait rire, mais... Oui, ça me fait rire, parce que bon, enfin oui, disons que ça me fait sourire. En fait, je n'ai pas été directeur général du travail, et puis compte tenu de ce qu'on a dit précédemment, pour détruire le droit du travail. Moi, je crois profondément au droit du travail, à la négociation, mais il faut sans doute, on est en 2000, alors à l'époque on était en 2015, mais en 2015 on n'était pas en 1950 et encore moins en 1900. Donc il y a un moment, le milieu du travail évolue, et il faut que les grands principes en matière de droit du travail évoluent. Et donc l'idée, c'était pas du tout de la casse sociale, tout sauf ça. C'était pas du tout de la casse sociale, c'était de dire il faut que on ait des choses qui organisent au mieux le milieu du travail et la communauté de travail. Et est-ce que cette promotion de la négociation collective, elle est compatible avec un autre refrain qu'on entend régulièrement dans les discours politiques, qui est la simplification du droit du travail? Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? C'est compliqué. C'est compliqué parce que sur d'abord, il faut admettre que les questions de simplification, on est dans des sociétés quand même complexes. Donc la simplification a quand même ses limites. Parce que moi, à chaque fois que j'ai vu passer une loi de simplification du droit du travail, c'était encore plus compliqué d'expliquer le droit du travail aux étudiants. Oui, j'aurai l'occasion de... Oui, c'est un vrai sujet, ça, la simplification. C'est-à-dire le problème que l'on a en matière de négociation collective et de simplification, il y a, alors là je vais devenir un tout petit peu technique, c'est le problème de l'incompétence négative. C'est-à-dire que l'incompétence négative, c'est que quand vous faites une loi de travail, on va prendre l'exemple du droit du travail, vous ne pouvez pas donner un chèque en blanc aux partenaires sociaux qui négocient. Autrement dit, vous ne pouvez pas dire le temps de travail, ça sera négocié au niveau de l'entreprise. Même si vous prenez des précautions un peu rédactionnelles, vous ne pouvez pas le dire. Donc il faut, parce que l'incompétence négative, c'est quand le législateur n'utilise pas tous ses pouvoirs. Vous avez la compétence positive, quand le législateur va au-delà de ses pouvoirs, mais la compétence négative, c'est quand il va en deçà. Et si jamais je donne un chèque en blanc, il va en deçà, et c'est sanctionné par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. Alors, donc, ce qui fait que quand vous, et ça a été le cas des lois travail et des ordonnances Macron, quand vous renvoyez largement à la négociation collective, en dépit de tout, ça reste un texte complexe, parce qu'il faut encadrer la négociation collective. Oui, sinon c'est le chèque en blanc, c'est le chèque en blanc. Et du coup, c'est là qu'il y a le paradoxe, et vous avez raison de le souligner, c'est que vous avez un code du travail qui change profondément dans son contenu, parce que c'est très différent, on le renvoie à la négociation collective, mais il reste les 3000 pages.
même si les 3000 pages sont organisées différemment, mais il reste les 3000 pages parce qu'il faut encadrer la négociation collective. Alors, Badinter et Antoine Lyon-Cange, oui. Badinter parce qu'il est décédé, donc on l'appelle par son nom, avaient proposé des pistes pour simplifier le Code du travail. Est-ce qu'à votre avis, c'était viable? Est-ce qu'il y avait des bonnes idées? C'est une question totalement ouverte. Le rapport Badinter et puis mon rapport était un peu en... Il y avait deux conceptions un peu différentes. Hein. Donc le rapport Badinter, ça consistait à dire on fait une sorte de digest du Code du travail, on le met dans une charte, et puis voilà. Quoi. Donc, mon rapport, j'espère ne pas être prétentieux en disant ça, mais c'était une conception, négociation collective, etc. Donc je pense que une des difficultés du rapport du président Badinter, c'était que si on faisait une sorte de digest du Code du travail, oui. Parce que jusqu'à présent on n'a pas parlé d'un autre acteur qui était le juge, ça risquait en apparence de simplifier, mais ça risquait de donner des interrogations contentieuses multiples. Donc finalement ça n'a pas été le parti qui a été retenu, le rapport Badinter. Peut-être que votre travail était plus approfondi. Et est-ce qu'il y a des réformes que vous n'assumez pas au cours de toutes ces années passées à la DGT? Ouais, il y en a une que c'est pas que j'assume pas, mais j'étais plus à la DGT. Je pense que la question qui est venue après, je pense qu'il y a encore des interrogations dans les entreprises, y compris d'ailleurs du côté des DRH et du côté des syndicats, c'est la réforme des institutions représentatives du personnel. Où vous savez, ça a été la transformation du comité social, du comité d'entreprise en comité social et économique. Et la suppression du CHSCT. La suppression du CHSCT. Je pense que il y a eu des responsabilités partagées sur le CHSCT, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a du côté patronal et puis aussi du côté syndical, il y a peut-être eu des abus aussi. Donc ce qui fait que voilà, finalement ça a été supprimé au profit d'une grande instance. Et il y a une sorte de... Il y a un problème à gérer, c'est que quand on parle de négociation collective, on est dans un mouvement qui va vers une décentralisation de plus en plus grande au plus près du milieu du travail. Et quand on parle d'institutions représentatives du personnel, ça a plutôt une tendance à la centralisation. Donc il y a deux mouvements un peu... Pourquoi ça a une tendance à la centralisation? Parce que disons, la réforme des comités sociaux et économiques a abouti à faire des grandes structures. Le CHSCT, c'était beaucoup plus local, etc. Donc il y a une forme de mouvement de sens contraire qui est difficile à gérer, à mon avis, à la fois pour les syndicats et pour aussi d'ailleurs de certaine façon pour les DRH. Il y a deux évolutions contraires. Les barèmes Macron, on sait que c'est pas vous, mais vous en pensez quoi? C'est-à-dire les barèmes Macron, avant il faudra parler du juge aussi, c'est-à-dire que quand on se retrouve dans une situation dans laquelle, si on avait pu éviter les barèmes Macron, voilà, mais il y a un moment où on s'est retrouvé quand même dans une situation dans laquelle les indemnités qui étaient accordées par les prud'hommes, il y avait des variations sur les prud'hommes qui étaient énormes. Donc il y avait un problème quand même de sécurité juridique et de stabilité juridique. Mais les juges, on ne peut pas les mettre au pas comme les inspecteurs du travail. Non. non, mais il ne s'agit pas de les mettre au pas. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, mais là, je me taquine, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est-à-dire, il y a un moment, si vous voulez, quand on regarde bien le texte sur le barème, il y a des portes de sortie. Et donc, oui. Il y a des portes de sortie qui permettent éventuellement d'aller au-delà du barème. Mais voilà, il y avait un moment, une situation dans laquelle il y avait véritablement un problème de sécurité juridique. Juste peut-être une dernière question avant de passer à ce qui s'est passé après la Direction Générale du Travail, et puis ce rapport, qui, même s'il intervient après, est une suite cohérente et logique. Oui. On se disait avec Béatrice, mais vous êtes un haut fonctionnaire ou un homme politique? Un haut fonctionnaire. Un homme politique, moi là
aussi, moi, quand on parle des femmes ou des hommes politiques, c'est quand même un métier de chien, quand même. Non, mais moi, j'ai beaucoup côtoyé des responsables politiques. C'est quand même extrêmement dur, quelle que soit la couleur politique. Donc, le rapport avec le politique, surtout en ce moment, est quand même très difficile. Et donc, le politique, c'est quelqu'un qui se remet en cause dans une élection. Et qui, en réalité, sacrifie, c'est quand même ça le sujet, une grosse partie de sa vie personnelle, familiale, amicale, aux élections, au contact avec les électeurs, au contact avec les partis politiques, le Parlement, etc. Bon. Donc moi je suis un haut fonctionnaire, on a pu dire que j'étais un haut fonctionnaire politique, c'est-à-dire que par mon action... Oui, c'est ça, la politique au sens, vous n'allez pas sur les marchés... Mais si vous voulez, parce que des fois, dans une biographie, il ne me viendrait pas l'idée de dire que je suis un homme politique, ou un responsable politique, parce que je n'ai jamais été élu. Et un responsable politique, c'est quelqu'un, non seulement qui est élu, mais qui se remet en cause, en ce moment, mais qui se remet en cause... C'est très clair. Et donc c'est quand même extrêmement... le rapport avec les électeurs, le rapport avec les partis politiques, tout ça, sont des rapports extrêmement rudes.